Dans cette édition, nous irons au palais présidentiel où le chef de l'État s'est entretenu avec plusieurs personnalités. Le président Ouattara a échangé notamment avec la présidente de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale française. C'est une bouffée d'oxygène pour les opérateurs du secteur privé intervenant dans la salubrité. L'État ivoirien vient de s'acquitter de sa dette envers ses opérateurs. Ces derniers ont reçu leur chèque valeur 14 milliards 200 millions de francs CFA. Christine Lagarde a été reconduite à la tête du Fonds monétaire international pour un nouveau mandat de 5 ans. Seule candidate en liste, l'ancienne ministre de l'économie française entamera son nouveau mandat le 5 juillet prochain. Au Niger, la campagne pour l'élection couplée présidentielle et législative du dimanche prochain a pris fin sous fond de polémiques. 14 candidats affrontent le président sortant Mahamadou Issoufou, assuré de remporter la victoire dès le premier tour. Bonsoir à tous, bienvenue dans le 20h sur RTI 1. Commençons par le palais présidentiel où le chef de l'État s'est entretenu avec plusieurs personnalités. Le président Ouattara a échangé avec la présidente de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale française, le sous-secrétaire des Nations Unies chargé des opérations de maintien de la paix et enfin avec le gouverneur de la BCEAO. Faisons le point de toutes ces rencontres avec Viviane Aimé. Les progrès enregistrés au plan économique par la Côte d'Ivoire et le défi sécuritaire qui s'impose désormais face aux menaces d'attentats terroristes djihadistes dans la sous-région. Autant de sujets évoqués au cours de l'entretien que le président de la République a eu avec la présidente de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale française, Elisabeth Guigou, en visite de travail à Abidjan. Je voudrais dire que je suis extrêmement honorée d'avoir été reçue par Monsieur le Président de la République, pour qui j'éprouve non seulement de la considération, mais aussi beaucoup d'admiration, parce que c'est vrai que la Côte d'Ivoire, on le voit, connaît depuis quelques années maintenant une rénovation politique, un renouveau économique qui est tout à fait remarquable. Évidemment, ça nous réjouit en France, à l'Assemblée nationale en particulier, parce que nous avons des liens entre les Français et les Ivoiriens qui sont, que je ne vais pas vous décrire, vous les connaissez aussi bien que moi, qui sont extrêmement forts, et aussi parce que la Côte d'Ivoire est un pays absolument clé en Afrique, spécialement dans la région, et que c'est un pays emblématique. Hein. Et que ce qui est en train de se réaliser après une période tragique est vraiment tout à fait exemplaire. Voilà. Et donc je souhaite, moi, qu'à l'Assemblée nationale, à la Commission des Affaires étrangères, mais pas seulement, nous accompagnions davantage ce renouveau. Il y a des préoccupations que nous partageons, ce sont des préoccupations de développement, bien entendu, économique, social, des préoccupations et des soucis de sécurité, qui ne peuvent plus être limités à un seul pays ou même à une seule région. Et nous avons évidemment la volonté de pouvoir contribuer. Sans la paix, je crois que c'était le président Houphouët-Boigny qui disait ça, rien n'est possible. Voilà, et donc je suis très heureuse que l'Assemblée nationale, à travers cette visite, puisse être davantage présente. Nous avons des groupes d'amitié qui sont très actifs. Elisabeth Guigou a émis le vœu de voir les deux assemblées, celle de Côte d'Ivoire et celle de France, intensifier leurs échanges. Le sous-secrétaire des Nations Unies chargé des opérations de maintien de la paix, El Gassim Ouane, figurait au nombre des personnalités reçues ce vendredi 19 février par le chef de l'État au palais présidentiel. Le sous-secrétaire des Nations Unies chargé des opérations de maintien de la paix était accompagné par la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en Côte d'Ivoire, Aïchatou Mendaoudou. Au menu de l'entretien, la fin du mandat de l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire, envisagée par le gouvernement ivoirien en raison du retour de la paix et de la stabilité dans le pays. Nous avons évidemment abordé les questions liées à la revue stratégique de l'ONUCI, qui a été mandatée par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Et nous nous sommes réjouis, nous avons exprimé au président toute notre satisfaction au regard des avancées remarquables qui ont été réalisées par la Côte d'Ivoire en un très court laps de temps.
Et nous sommes évidemment heureux, en tant que Nations Unies, d'être associés à cette entreprise. Et nous avons, dans ce contexte, identifié les domaines dans lesquels un appui des Nations Unies et de la communauté internationale pourrait être requis. Et nous avons échangé, évidemment, sur les modalités de désengagement de l'ONUCI, maintenant que l'essentiel des objectifs qui avaient été fixés a été atteint. Reçu à son tour, le gouverneur de la BCEAO, Kone Tiemoko-Melie, qui était accompagné du ministre chargé de l'économie et des finances, Kone Adama, est venu faire un point périodique au président en exercice de l'UEMOA. Nous sommes venus rencontrer le président de la conférence des chefs d'État de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Et bien sûr, cet honneur que le président nous a fait en accordant cette audience nous a permis de voir les orientations qui doivent permettre de renforcer les structures financières de manière à permettre à nos économies de renforcer leur progression, notamment en termes de croissance économique d'abord, mais surtout aussi de prise en charge des besoins et des besoins des populations qui doivent aussi croître. Les orientations sont claires pour qu'il y ait beaucoup plus de résilience dans nos économies et que ces économies soient productrices d'emploi et de prospérité. Le gouverneur de la Banque centrale a annoncé l'ouverture prochaine des agences BCEAO de Bouaké, Mans et Korogo, dont les travaux de réhabilitation sont en voie de finition. La situation sécuritaire en Côte d'Ivoire est jugée satisfaisante par l'ONU. Le sous-secrétaire des Nations Unies chargé des opérations de maintien de la paix l'a souligné aujourd'hui au président du Parlement ivoirien Guillaume Soro. Les deux personnalités ont eu une séance de travail à l'Assemblée nationale. Michel Digré. Les choses se sont très significativement améliorées en Côte d'Ivoire en un très court laps de temps. Ce satisfecit du sous-secrétaire général des Nations Unies chargé des opérations de maintien de la paix est consécutif à l'amélioration de la situation sécuritaire en Côte d'Ivoire. Toutefois, pour l'émissaire de l'ONU, El Gassimouane, il faut aller plus loin dans la lutte contre l'insécurité. Il y a un certain nombre de défis qui restent à relever et nous avons pu bénéficier de l'analyse du président de l'Assemblée nationale sur ces défis et identifier les pistes possibles d'appui par l'ONUCI pour que nous puissions mettre à profit les mois qui viennent afin de renforcer les acquis qui ont été enregistrés. La deuxième audience du président du Parlement ivoirien a été consacrée à Elisabeth Guigo. Elle est présidente de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale de France. Avec elle, il s'est agi de coopération interparlementaire. Nous avons discuté des projets que nous pouvons avoir en commun, de la façon dont nous pouvons intensifier les relations et établir des rencontres régulières entre l'Assemblée nationale française et l'Assemblée nationale ivoirienne. Nous sommes tout simplement très heureux de la recevoir et d'avoir pu bénéficier de sa longue expérience, aussi bien dans l'exécutif. Vous savez qu'elle a occupé d'importantes fonctions au gouvernement français, que sa longue expérience au Parlement. Plusieurs projets ont été identifiés et seront mis en œuvre pour booster la coopération interparlementaire entre les hémicycles ivoiriens et français. Et le sous-secrétaire des Nations Unies chargé des opérations de maintien de la paix, qui séjourne depuis quelques jours à Abidjan, a aussi rencontré le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan et des membres du gouvernement. Les échanges ont porté sur la levée de l'embargo sur les armes létales et sur le retrait annoncé de l'ONUCI, l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire. Voilà, le sous-secrétaire des Nations Unies chargé des opérations de maintien de la paix a réagi après cette rencontre. Nous l'écoutons. Il s'agit évidemment dans ce contexte de déterminer les modalités dans l'accompagnement continu des Nations Unies en ayant vu que l'ONUCI devra se retirer, se désengager précisément parce que les objectifs fixés ont dans une très large mesure été atteints. Il est évident que c'est un peu comme un enfant qu'on a assisté dans une période difficile. On doit prendre notre envol, mais il faut le faire de manière ordonnée, graduelle et tenant compte effectivement donc des contraintes que nous avons. C'est main dans la main que nous allons travailler
pour terminer donc l'ensemble des dossiers concernés, notamment au niveau donc à la fois, disons que la levée progressive des embargos, que ce soit le problème donc de la formation de nos forces de défense et de sécurité. Voilà, c'était les réactions du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan et du sous-secrétaire des Nations Unies chargé des opérations de maintien de la paix. Ils étaient au micro de Christelle Menant. Christine Lagarde a été reconduite à la tête du Fonds monétaire international pour un nouveau mandat de 5 ans. Seule candidate en lice, l'ancienne ministre de l'économie française avait reçu le soutien de nombreux États membres du FMI, dont la France et les États-Unis. Elle entamera son mandat le 5 juillet prochain. Les explications d'Adama Koné. Attendu pour début mars 2016, la désignation du nouveau directeur général du Fonds monétaire international, FMI, a plutôt eu lieu ce vendredi. Le conseil d'administration de l'institution de Bretton Woods a tout simplement reconduit Christine Madeleine Odette Lagarde, qui occupait déjà ce fauteuil depuis 2011. Seule candidate au soir du 10 février, date de clôture des soumissions de candidatures, Christine Lagarde reste la première femme à diriger au sommet cette institution. Son nouveau mandat de 5 ans prend effet à compter du 5 juillet prochain. Il convient de signaler qu'il revient au terme d'un accord tacite aux Européens de proposer un dirigeant à la tête du Fonds monétaire international, pendant que les Américains se réservent la présidence de la Banque mondiale. Christine Madeleine Odette Lagarde a 60 ans. Avocate et femme d'affaires, elle est le 11e DG du FMI. Elle a été plusieurs fois ministre en France. Son DGA, Moutsiro Furusawa, entame une tournée cette fin de semaine par le Tchad. Et le 24 février prochain, M. Furusawa sera au bord de la lagune Ébriée, à Abidjan. Et on reste en Côte d'Ivoire avec la grande chancellerie Henriette Darry-Diabaté. La grande chancelière a eu des séances de travail avec 2 membres du gouvernement, le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes et du Service civique Sidi Touré et la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes. Sidonie Davila a suivi toutes ces audiences pour vous. Nommé récemment ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes dans le nouveau gouvernement, professeur Mariatou Koné veut réussir sa mission. Pour cela, elle n'hésitera pas à aller à la rencontre des pionniers pour bénéficier de leur expérience. Sa rencontre avec la grande chancelière, Henriette Darry-Diabaté, s'inscrit dans ce cadre. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique était lui aussi chez la grande chancelière. Pour Sidi Touré, ce sont des échanges enrichissants qu'il a eus et qui vont faire bouger les lignes bientôt. Cette maison, la maison du mérite, la maison des anciens, pour venir nous inspirer, pour surtout pour voir les possibilités de collaboration que le ministère de la Jeunesse pourrait avoir. De bonnes nouvelles arrivent certainement bientôt pour le civisme et la bonne tenue des jeunes en société, tel que le président l'a recommandé dans le cadre de l'Ivoirien nouveau. Le ministre a en projet le lancement d'un nouveau concept, celui du jeune Ivoirien nouveau. Ce point a été abordé lors des échanges en vue d'en faire une réalité, et ce, pour très bientôt. La ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes était en visite dans la sous-préfecture de Dania, c'est dans le département de Vavois. C'est une visite pour renforcer le processus de réconciliation nationale. Mariatou Koné a annoncé que toutes les victimes vivant à Dania seront prises en charge dans le processus d'indemnisation. Salimatou Dia, Sidonie Davila. Les populations de Dania dans le département de Vavois veulent être prises en compte dans le processus d'indemnisation des victimes de crise en Côte d'Ivoire. Elles l'ont fait savoir lors des journées de dialogue intercommunautaire organisées du 10 au 12 février par l'ONUCI. La ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes a tenu le lundi 16 février à rassurer les populations de Dania. Les 13 et 14 octobre 2013, des affrontements intercommunautaires violents ont eu pour conséquence plusieurs blessés. Dania a connu un charnier à Monokozoï. Dania a connu les Sukhoi. Dania a connu les Mi-24. Je suis venu ici pour vous dire que les victimes de Dania ne seront pas oubliées. L'ONUCI veut aussi mener des actions en vue d'apporter son soutien au renforcement du processus de la réconciliation nationale dans le pays. Je voudrais annoncer
la décision prise par l'ONUCI de réhabiliter le centre de santé de Dania. L'ONUCI procédera à la réhabilitation de l'ensemble des pompes qui sont en panne. Ce sont environ 150 000 victimes de crise survenues en Côte d'Ivoire qui ont été recensées. À ce jour, plus de 2000 ayants droit de personnes décédées et de blessés ont été indemnisés. C'est une bouffée d'oxygène pour les opérateurs du secteur privé intervenant dans la salubrité. L'État vient de s'acquitter de sa dette envers ces opérateurs. Ces derniers ont reçu leur chèque valeur 14 milliards 200 millions de francs CFA. 20 opérateurs privés sur 22 sont concernés par cet apurement de la dette, nous disent Michel Touré et Francis Boifo. Cette remise de chèques aux opérateurs de la filière de ramassage des ordures ménagères marque la fin des grèves relatives à l'apurement de la dette due par la nation. Sur les 14 milliards 300 millions de francs CFA que l'État devait à 22 opérateurs, 14 milliards 200 millions ont été levés ce vendredi pour soulager 20 sociétés. Pour le règlement des arriérés, l'État a cédé ses titres à une banque contre remise de liquidités aux opérateurs. C'est un mode de paiement. On nous donne un document, l'État reconnaît qu'il reste nous devoir le montant qui doit être payé sur un certain nombre d'années. Ils ont dit que cela doit être payé normalement sur 5 ans. On a demandé à l'État de trouver une banque pour nous, pour pouvoir convertir le plus rapidement possible, de sorte que la banque puisse se faire rembourser sur les 5 ans par l'État de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, c'est un grand soulagement pour les opérateurs. L'apurement de la dette due aux opérateurs sur la période 2012-2014 est un nouveau départ pour le secteur des déchets solides, a indiqué la ministre de la Salubrité urbaine et de l'assainissement. Prouvez désormais aux Ivoiriens que vous êtes des entreprises compétentes, qualifiées. Montrez aux Ivoiriens que vous êtes capables de bien accomplir votre service. J'ai conscience que nous avons un travail important en matière de sensibilisation et de communication auprès des populations pour le changement de comportement, pour un changement de mentalité. Mais faites votre part. Le défi est énorme. Rien que dans le district d'Abidjan, la décharge d'Akwédo reçoit 550 000 tonnes d'ordures ménagères par an. Abidjan abrite depuis hier le 2e congrès international sur les maladies chroniques, notamment le diabète, l'hypertension artérielle. La Société africaine de physiologie et de physiopathologie est l'initiatrice de toutes ces rencontres. Les professeurs de médecine et les spécialistes de maladies chroniques veulent renforcer les mesures préventives et diversifier les traitements médicaux pour lutter efficacement contre ces maladies. Sarah Bokou, Sèche-Coléa. La physiologie et la physiopathologie, deux concepts médicaux complémentaires qui traitent des fonctions essentielles de l'organisme humain. Préserver la santé publique, c'est le thème du 10e congrès de la Société africaine de physiologie et de physiopathologie. L'un des objectifs de ce congrès va être justement de montrer à quel point le muscle, que l'on croyait être un organe qui ne servait uniquement qu'à l'activité physique, eh bien cet organe est capable de produire par exemple des substances qui vont se révéler avoir des propriétés anticancéreuses. Le 2e congrès de la Société de physiologie et de physiopathologie est un cadre d'échange, de formation et de mise à niveau des différents spécialistes venus de plusieurs pays. Plusieurs thématiques autour de la lutte contre les maladies chroniques telles que le diabète et les maladies cardiovasculaires vont marquer ces assises qui se tiennent à l'Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. D'éminents professeurs de physiologie et de physiopathologie qui ont su communiquer avec abnégation et passion leur savoir-faire à des générations de médecins et d'enseignants-chercheurs ont été décorés par l'État de Côte d'Ivoire. Il s'agit des professeurs Jean Lonsdorfer de l'Université de Strasbourg, Alain Buguet de l'Université de Lyon et Fallou Cissé de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Après l'émergence et le bouclier, la Marine nationale se dote d'un 3e patrouilleur. Il est dénommé le capitaine de frégate Sekongo. Tous ces patrouilleurs acquis grâce à l'État ivoirien vont permettre à la Marine nationale de faire face à l'insécurité maritime et aux menaces de tout genre, notamment les actes de piraterie dans le golfe de Guinée. Le reportage d'Abou Sanogo. C'est le 3e patrouilleur de la flotte navale.
Escorté par 2 engins d'intervention rapide de type UFR, il rejoint Abidjan, son port d'attache, après un long périple qui l'a conduit à Lorient en France, en passant par des escales techniques à Agadir et à Dakar. Il s'agit du patrouilleur dénommé Capitaine Frégate Sekongo. Les documents de cession ont été réceptionnés par le ministre chargé de la Défense, Alain Richard Donvaï, qui les a remis au chef d'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire, le général de corps d'armée Soumeïla Bakayoko, puis au commandant de la Marine nationale, le contre-amiral Diakari Diakonati. Ce patrouilleur vient renforcer les capacités de réaction de la Marine nationale face aux menaces et aux défis à la sécurité maritime dans les eaux ivoiriennes. Je voudrais vous prier, monsieur le ministre, de bien vouloir transmettre à son Excellence Alassane Ouattara nos plus sincères remerciements et notre infinie reconnaissance. Grâce à sa clairvoyance politique et à sa parfaite connaissance des défis auxquels est confronté le monde maritime, le renouvellement de notre flotte navale et fluvio-lagunaire est aujourd'hui une réalité concrète. Cette acquisition s'inscrit dans la stratégie de l'action de l'État en mer. Ce navire n'est pas le dernier. D'autres viendront avec des capacités hauturières capables d'embarquer un hélicoptère de surveillance de l'armée de l'air avec ses équipements. La Marine nationale est plus que jamais outillée pour faire face à l'insécurité maritime et aux menaces en tout genre. Long de 33,63 mètres et large de 6,53 mètres, le capitaine de frégate Sekongo a une coque composite vert dotée d'une superstructure en aluminium. Ce navire a une autonomie de 6 jours ou 1500 nautiques, soit 2,7 km. Il a un équipage composé de 17 marins dont 2 officiers. Le capitaine de frégate Sekongo a un hors-bord de 10 places. On parle maintenant d'assurance. Les assureurs africains membres de la FANAF, Fédération des sociétés d'assurance de droit national africain, viennent d'achever leurs travaux entamés lundi dernier à Abidjan. Ces assureurs ont pris des résolutions, notamment élargir le champ des assurances obligatoires, élaborer une fiscalité incitative. On en sait plus avec Noël Nyagno. Fini la 40e Assemblée générale de la FANAF, Fédération des sociétés d'assurance de droit national africaine. Les professionnels dirigeants des 189 sociétés membres de la fédération, issus de 47 pays, ont réfléchi 4 jours durant sur comment placer les sociétés d'assurance au cœur de l'émergence des économies africaines au regard des enjeux de l'heure. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde décloisonné, où il n'y a quasiment pas de frontières. Les nouvelles technologies y ont contribué, la réglementation y a contribué. À ce niveau maintenant, il faudrait non pas qu'on puisse se recroqueviller, mais qu'on puisse repenser. 2 éléments majeurs ont été identifiés. D'abord, l'élargissement du champ des obligations, une pratique qui a cours ailleurs. Dans un pays comme la France, qui est mature sur le plan des assurances, on puisse compter plus de 200 assurances obligatoires. En France, toutes les professions réglementées sont obligées de s'assurer. En France, tous les propriétaires de maisons sont obligés de s'assurer. Les chantiers doivent le faire, etc., etc. L'autre catalyseur de la contribution des assurances à l'émergence des économies africaines, l'élaboration d'une fiscalité incitative. Le taux de taxe sur certains produits d'assurance est très élevé. Je prends l'exemple de l'assurance incendie où le taux de taxe est de 25%. Ça veut dire que le client qui paye une prime de 100, il y a 25% reversé dans les caisses de l'État, ce qui est énorme. Pour l'évaluation de ces sollicitations en direction des pouvoirs publics et toute autre action résultant des échanges d'Abidjan, rendez-vous est pris pour Marrakech, au Maroc, en 2017. D'ici à là, les 5 nouveaux membres de la fédération doivent s'acquitter de leurs droits d'adhésion d'un montant de 500 000 francs CFA et de leur cotisation annuelle de 2 millions de francs CFA. Au chapitre emploi de cette édition, l'Agence nationale du service universel de télécommunications et l'Agence emploi jeunes ont signé une convention. L'enjeu est d'utiliser les outils des technologies de l'information et de la communication pour résoudre l'épineuse question de l'emploi des jeunes en Côte d'Ivoire. Résoudre avec efficacité la problématique de l'emploi et du chômage des jeunes en Côte d'Ivoire. Voilà qui motive le projet, un jeune, un ordinateur, une imprimante et une connexion Internet. C'est une initiative de l'Agence nationale du service universel de télécommunications ANSUT et de l'Agence emploi jeunes. Le partenariat entre ces 2 structures consacre donc des mesures incitatives permettant entre autres d'accompagner l'opération spéciale Agir pour les jeunes par la fourniture de kits informatiques
composé d'un ordinateur, d'une imprimante et d'une clé de connexion Internet, d'installer des cybercentres communautaires au profit des jeunes. Nous leur assurons une ouverture sur le monde. C'est cela la force des technologies de l'information et de la communication. De donner la possibilité de se déplacer partout à travers le monde. Dans le cadre de l'opération spéciale Agir pour les jeunes, des jeunes promoteurs bénéficient de kits informatiques. Une centaine a été déjà distribuée. Lorsque une structure est numérisée, ça permet à la structure d'être plus efficace et d'accroître sa rentabilité. Donc cette cérémonie, elle est très très salutaire. Avec la modernisation des structures, la maîtrise des technologies de l'information et de la communication s'impose aux jeunes en quête d'emploi. Hors de la Côte d'Ivoire au Bénin, la campagne pour l'élection présidentielle du 6 mars a démarré aujourd'hui. 33 candidats sont en lice. La campagne va durer 15 jours. Elle a débuté avec une préoccupation. Les cartes d'électeurs ne sont pas encore toutes prêtes. Le Centre national de traitement en charge de la production de ces documents promet que tous les électeurs auront leur carte à la veille du scrutin, c'est-à-dire le 5 mars prochain. Au Niger, la campagne pour l'élection couplée présidentielle et législative du dimanche prochain a pris fin. 14 candidats affrontent le président sortant, Mahamadou Issoufou, assuré de remporter la victoire dès le premier tour. Son parti au pouvoir approuve le vote par témoignage. Dimanche, les Nigériens se rendront aux urnes pour élire leur président. Mahamadou Issoufou, le président sortant, brigue un second mandat. Il escompte une victoire dès le premier tour. Tout le monde s'accorde à dire que cette fois-ci va se dérouler quelque chose d'inédit au Niger, la victoire d'un candidat à l'élection présidentielle dès le premier tour. En face, plusieurs opposants vont tenter de perturber les plans du président sortant. Mahamadou, figure de l'opposition, fait campagne depuis sa prison. Pour ses militants, c'est l'injustice de trop dans ce pays marqué par la corruption et la pauvreté. Tout est parti, tout l'argent est dans la poche d'un crépuscule, un groupe de voleurs. Or, le vrai président de ce pays est enfermé, injustement. C'est inacceptable pour le peuple nigérien. Et on veut changer ça. On changera ça le 21. Menacé d'un côté par le groupe islamiste Boko Haram du Nigeria et de l'autre par les djihadistes sahéliens, le Niger est l'un des pays les moins développés de la planète. Une élection sous tension, mais déterminante pour l'avenir du pays. Il peut y avoir des troubles, et surtout dans l'hypothèse que c'est le président qui gagne. À mon avis, il y aura la probabilité qu'il y ait des troubles est encore plus grande. Près de 7 500 000 citoyens inscrits doivent choisir un président parmi 15 candidats. Une élection qui sera couplée à des législatives. Les résultats doivent être proclamés 5 jours après le vote. Et toujours sur le continent, en Ouganda, l'élection présidentielle débutée hier est entachée par de nouvelles arrestations. Le chef de file de l'opposition, Kizza Besigye, a été arrêté aujourd'hui au siège de son parti. C'est dans ce contexte très tendu que la commission électorale a publié les résultats partiels. Et selon ces résultats, le président sortant au pouvoir depuis 30 ans est largement en tête. Il est donc en passe d'obtenir un nouveau mandat. L'annonce de ces résultats a provoqué de heurts à Kampala. En Afrique du Sud, le meurtre de 2 fermiers noirs ravive les tensions raciales. Ces fermiers noirs ont été pourchassés, battus à mort par des fermiers blancs en janvier dernier. Et ce double meurtre ressuscite les fantômes du passé. Devant le petit tribunal de Paris, au cœur de l'Afrique du Sud rurale, des barbelés coupent la rue en deux. D'un côté, un groupe de blancs agite des drapeaux proches de l'extrême droite et crie au génocide de leur peuple. De l'autre, des manifestants noirs entonnent un chant intitulé « Tuer les fermiers ». Le 6 janvier dernier, à Paris, 2 ouvriers de ferme noire ont été battus à mort dans un champ. À l'intérieur du tribunal, 4 fermiers et un officier de police, tous blancs, sont dans le box des accusés. Racisme, crime, pauvreté et possession des terres, le cocktail des problèmes de la Nouvelle-Afrique du Sud post-apartheid est réuni. Pour la famille de Sean Tangasha, l'une des victimes, il a été tué pour avoir simplement voulu réclamer son salaire. Séoun est parti un lundi en disant qu'il allait voir son chef, Boeta, pour avoir son argent. Il est allé là-bas et il n'est jamais revenu. Mais du côté des fermiers blancs, une autre version est avancée.
Les soutiens des accusés assurent que les victimes ont d'abord attaqué le fermier et lorsque celui-ci a pu donner l'alerte, des dizaines de voisins ont lancé une chasse à l'homme punitive. Dans la communauté, la peur des attaques sur les propriétés est quotidienne. Selon le lobby pro-africaner AfriForum, plus de 1800 fermiers et ouvriers ont été tués depuis 1990 dans le pays. Nous savons qu'il y a une rupture totale de confiance entre les fermiers et la police. Nous savons, par exemple, que c'est l'an dernier qu'il y a eu le plus d'attaques de fermes recensées en Afrique du Sud. Et dans le même temps, nous entendons des déclarations de leaders politiques dans lesquelles ces attaques sont romancées. Attaque de ferme ou dispute salariale qui a mal tourné? Devant le tribunal de Paris, la réponse à cette question semble n'être qu'un détail. Pour les manifestants, ce drame n'est qu'un exemple supplémentaire des profondes divisions raciales qui continuent de hanter l'Afrique du Sud. Et dans l'actualité sportive en Côte d'Ivoire, l'Assemblée générale élective de la FIF, la Fédération ivoirienne de football, va se tenir demain, samedi 20 février, dans la capitale politique ivoirienne, Yamoussoukro. Sidi Diallo va se succéder à lui-même car seul candidat en lice, saisi par Salif Bictogo, le tribunal arbitral du sport, n'a pas donné une suite favorable à sa plainte. L'Assemblée générale élective aura donc bel et bien lieu demain. Allez, c'est ici qu'on s'arrête pour ce soir. Demain 20h, retrouvez Ali Terrasouba.